Alors, ces rapports des Nations Unies qui incriminent également l'Ouganda, vous l'avez lu, comment l'avez-vous reçu? Ok, nous avons reçu ces rapports, les rapports des 216 pages, madame, et nous avons été obligés de parcourir ces rapports. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de notre pays, au fait, tout ce qui concerne les pays, nous devons en fait tout faire pour nous impliquer et donner aussi nos avis et considérations, mais pourquoi pas aussi participer, n'est-ce pas, à l'émergence de notre pays. Et pour participer, il faut d'abord avoir l'information, et la bonne, et l'avoir à la source. Madame, ces rapports, en fait, nous, quand nous étions en train de faire nos analyses, nous sommes dit d'abord pourquoi ces rapports et pourquoi ces moments ici. Vous êtes sans ignorer, madame, que nous sommes tous en train d'assister et de participer au retrait progressif et échelonné de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La MONUSCO qui est cette mission-là des Nations Unies dans notre pays pour la stabilisation, n'est-ce pas, et la paix dans notre pays. Mais pendant que le retrait est en train d'être observé, et c'est la sortie en fait du rapport, et ce rapport qui prend en compte en fait presque qui donne même les renseignements sur tout ce qui se passe et sur les lignes, différentes lignes de front, et même ce qui se passe en dehors des lignes de front. On vous donne même les détails et même les documents scannés qui attestent la supervision des puits d'or un peu partout dans le Nord Kivu et même en Ituri. Et même des ordres de mission, tout ça, moi j'ai pris le temps vraiment de parcourir et d'exploiter ces rapports, et j'ai compris que c'est vraiment un rapport très accablant et qui mérite au fait d'être exploité, y compris par nos autorités. Mais je me suis dit, est-ce que on doit attendre un rapport des Nations Unies pour au fait faire quelque chose, ou pour essayer d'échanger ou d'analyser la situation de sécurité, ou pour comprendre que la situation devient de plus en plus préoccupante? Je dis non. Est-ce que si, en fait, nos prédécesseurs ont tous parlé de la guerre, moi j'ai toujours posé la question, est-ce que nous sommes vraiment en guerre? Mais c'est la même question que Kofi Olomide s'est posée et on l'a interpellé au CESAC. Et vous voulez vous poser la même question? On risque aussi de m'interpeller. Donc, ce n'est pas à moi. Il est aujourd'hui interpellé au parquet. Hein? Oui, madame. Voilà. Vous voulez faire la même chose ici à la radio? Non, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que, au fait, cette question ne mérite pas d'être posée? Pourquoi? Pour des raisons. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons notre constitution et nous prenons un état de droit. Dans notre pays, la guerre est déclarative. Allez parcourir, madame, l'article 86 de la constitution. Nous allons lire pour l'intérêt. Vous allez lire l'article 86, et même pour éclairer l'opinion, et même pour éclairer les auditeurs et auditrices, vous allez lire aussi l'article 143. Et vous verrez que dans notre pays, la guerre est déclarative. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire comme ça, bon, désormais, on commence. Non, non, madame, il y a toute une procédure et c'est la loi. C'est la Constitution qui le dit. Nous sommes esclaves de la loi. Souffrez que je le dise ainsi. Mais... Donc, s'il faut s'en tenir à cet article qui dit ceci, l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, Zozo Sankara? Non, comprendre quoi? Est-ce que je suis législateur? Je ne l'ai jamais été. Mais je vous dis que la guerre est déclarative. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu cette ordonnance-là. Madame, je mets quiconque au défi, il n'y en a pas. Mais nous devons tout simplement dire que nous sommes dans une situation d'insécurité. Et je félicite au fait les efforts des FARDC, je salue les efforts des FARDC sur le terrain, parce qu'on sent vraiment que les FARDC sont en train de tout faire pour imposer la paix sur l'ensemble du territoire national. Mais les problèmes qui se posent là, c'est la gestion du temps. Madame, je dois rappeler ici que ça fait maintenant 2 ans
et 51 jours depuis que une partie de notre pays est occupée par les M23 soutenus par je ne sais qui, parce qu'aujourd'hui on parle du Rwanda, Burundi, Ouganda, demain on va parler d'autres pays, tout ça. Alors, 2 ans, 51 jours, c'est beaucoup. En train d'exploiter les minerais, en train de massacrer, de violer nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au nord Kivu, à Ituri, tout ça, ça pose problème. Madame, il faut rappeler aussi que depuis le lundi 1er avril 2024, Madame Soumilo a été nommée Premier ministre de notre pays. Et elle a axé, n'est-ce pas, son programme sur le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et son gouvernement, Madame, je sais qu'il peut-être va tout faire pour imposer cette paix et pour soutenir les efforts des FARDC sur ce terrain. Mais s'agissant du rapport ici, Madame, vous allez vous rendre compte que le rapport n'a pas tenu compte de la loi sur la programmation militaire. Parce que ici, le rapport est en train de citer les Ouazalendo et consorts comme des groupes, des forces négatives. Non, le rapport dit plutôt que la République démocratique du Congo a inclus les Ouazalendo dans les forces réservistes. Ça, c'est un peu au début. Un peu au début, les forces réservistes. Mais si vous parcourez, moi j'ai parcouru 54 et 55e page, Madame, s'il faut revenir au rapport, on sent qu'on continue à les assimiler, à les associer aux groupes armés, aux forces négatives. C'est le terme utilisé. Ouais, c'est celui qui est utilisé dedans. C'est le terme utilisé. Alors moi je me suis dit, mais notre pays est membre de l'ONU, des Nations Unies. Et ces Nations Unies qui nous produisent un rapport pendant que ces Nations Unies est valablement, fidèlement et fortement représentée sur notre pays par la MONUSCO. Et la MONUSCO qui est censée connaître ce qui se passe. Et la loi de programmation militaire, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui est en application, on sent que comme si l'ONU fait fi de ces rapports, pour nous, moi je pense que c'est compliqué. Et c'est compliqué, et c'est pourquoi je suis en train même de suspecter. J'ai suivi très bien Elie quand il a parlé de la fameuse trêve humanitaire. Trêve, et il a voulu associer cette trêve-là à ce que moi je suis en train de suspecter aussi par rapport à cette hypocrisie-là des Nations Unies. Et je sens mais la République démocratique du Congo a accepté cette trêve. Pourquoi vous voulez incriminer les États-Unis? Oui, tout ça. Ouais, je pense qu'il y a des choses en fait, qui sont en fait compliquées et on sent qu'il y a une complicité hypocrite, s'il faut le dire, dans tout ce qui se passe. Madame, on ne peut pas comprendre. Nous sommes le 30 juin, en train de fêter l'indépendance de notre pays, en train de célébrer l'indépendance de notre pays et c'est le même jour où les M23 fait des avancées significatives. Le 28, c'était plutôt le 28 juin. Oui, 2 jours avant la célébration de notre... Et le 30 juin, on nous annonce, bientôt, Kanyabayongo. Moi, je me dis, ça c'est bon. Et vous voulez me dire qu'il n'y a pas complicité de la communauté internationale? Non, c'est clair. Madame, c'est clair, il faut vraiment lire les signes. Mais comment se fait-il que, malgré qu'il y ait cette complicité de la communauté internationale, que la République démocratique du Congo accepte quand même, accueille favorablement cette trêve humanitaire, Zozo Sakali? Alors, nous, à notre niveau, ce que nous pouvons demander à ce niveau ici, c'est qu'il y ait au fait une forte mobilisation, d'abord de la population. Populaire, voilà. Parce que la guerre doit être aussi numérique. Très bien. On sent qu'au niveau du Rwanda, et même le Rwanda a réussi à mobiliser la diaspora. Sa diaspora. Ceux qui sont au Canada, ils publient des images. Qui doit mobiliser? On prend une photo des messieurs. Qui doit mobiliser? Nous tous, nous devons mobiliser la population. Qui devrait mobiliser la population? Nous tous, madame, les leaders sont là, les médias, les journalistes, les politiciens, les leaders politiques, les leaders sociaux. Nous devons nous mobiliser pour dire, on doit contribuer pour que cette histoire s'arrête. Nous avons besoin de la paix, et la paix
au fait, c'est le gage même du développement. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler des routes, on ne peut pas sans la paix, madame. Aujourd'hui, nous avons des dames qui souffrent au Nord Kivu, nous avons des messieurs qui souffrent au Nord Kivu, nous avons des enfants qui n'ont pas d'abri, qui ne savent pas à quel sens se vouer. Et nous tous ici, nous ne pouvons pas rester ici seulement entrer de débattre, mais nous devons nous tous mobiliser pour que chacun contribue de sa manière au retour de la paix. Et comment le faire, madame? Aujourd'hui, il y a une guerre. On sent vraiment que les réseaux sociaux sont mobilisés et nous, nos jeunes restent seulement dans des TikTok, ils sont devenus influenceurs. Zozo Sakali, j'aimerais rappeler ici, et je vous avais vu également à la marche qu'a organisée la société civile pour soutenir les phares des séries. Oui, la question est en train de venir. La question est en train de venir. Quelle est la réponse qui a été réservée au mémo que la société civile a adressé au président de la République à la suite de cette marche? Madame, il y avait plusieurs points, je crois 9 points. Il y avait plusieurs points. Voilà. Les mémos ont été lus et déposés. Et les problèmes, en fait, vous savez que souvent quand on dépose un mémo, on dit ok, nous venons de réceptionner votre mémorandum et nous allons les transmettre à qui des droits. Et alors, vous pouvez rentrer, retourner un peu, mais nous ne sommes pas limités par les mémos. Madame, nous avons pris soin de scanner ces mémos et de l'envoyer avant que l'autorité provinciale l'envoie à qui des droits. Nous, on l'avait déjà fait. Alors, et la suite, madame, elle est là. Et je pense que... La suite est où? Quelle est la suite? Je vais prendre un point qui a été soulevé par la société civile. Madame, est-ce que vous savez que même le silence, c'est une réponse? La société civile qui avait dit au président de la République de fermer les frontières. La société civile qui a demandé au président de la République d'échanger des partenaires. Il y avait plusieurs recommandations. Quelles sont les recommandations faites par la société civile? Madame, il se pose un problème et je pense que le problème va trouver solution avec les nouveaux groupes. Bon, j'ai l'espoir, madame, je reste optimiste que ça va trouver solution, mais on avait un souci, un problème très sérieux, d'abord au niveau diplomatique. Notre diplomatie avait des problèmes très sérieux. Pendant que les autres étaient en train de mobiliser les diasporas, pendant que les ambassades étaient très mobilisées, madame, est-ce que vous savez que notre ambassade, si vous fréquentez les pays qui nous entourent ici, l'ambassade de la RDC en Ouganda, madame, vous allez pleurer. Et c'est dit n'importe quoi. À qui la faute, Zozo Sakali? Non, à qui la faute si les autres mobilisent la diaspora et madame, la République démocratique la faute c'est à nous. Je ne suis pas en train de dire que la faute c'est aux Nations Unies. Non. La faute c'est d'abord la République démocratique du Congo. Et nous devons tout faire, madame, pour que les choses changent. Et c'est maintenant ou jamais que chacun doit continuer, tant soit fait, à l'évolution, au changement et à l'émergence dans notre pays. Madame, je parle ici de la problématique de notre diplomatie. Madame, qui, en fait, on sentait vraiment que rien n'était fait à ce niveau-là. Mais on nous a parlé des diplomaties agissantes, Zozo Sakali. Et jusque-là, madame, vous avez parcouru les rapports. Et les rapports, d'abord, la trêve que nous sommes en train de parler ici, n'est-ce pas que c'est les États-Unis qui ont été les premiers, n'est-ce pas, à imposer la trêve humanitaire dans notre pays. Et cette trêve humanitaire, on sent qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie là-dessus. Et jusque-là, on nous dit, bon, ok, vous arrêtez là où vous êtes, ça signifie qu'on vous reconnaît. Et les autres s'arrêtent là où ils sont, ça signifie qu'on reconnaît les deux forces-là. Et c'est déjà un problème. Et la République démocratique du Congo était vraiment obligée d'accepter cette trêve-là, Zozo Sakali. C'est tout un problème, madame. C'est tout un problème. Mais à ce niveau ici, madame, ce que nous pouvons dire, nous sommes au site Kivu. Et entre les sites Kivu et le Nord Kivu, rassurez-vous qu'il n'y a qu'un seul pas. Et les problèmes du Nord Kivu doivent toucher les sites Kivu. Ce qui m'étonne, et peut-être c'est là où Kofi Olomide a été interpellé, ce qui m'étonne, c'est l'attitude de ceux qui sont à Kinshasa, et la population, et les dirigeants. Est-ce qu'on sent vraiment que, en
nous avons un problème très sérieux à l'Est par rapport à tout ce qui se passe là-bas, par rapport aux agissements de nos populations ou alors de nos compatriotes de Kinshasa et de nos dirigeants aussi qui sont à Kinshasa. On sait qu'il y a un problème très sérieux. Mais à notre niveau ici, nous devons tout faire pour d'abord soutenir les efforts des FARDC terrain, mais nous devons aussi soutenir les institutions au niveau même des provinciales ici, pour qu'on ait quand même, n'est-ce pas, des routes et consorts, et demain on va fermer les frontières, nous serons à mesure de nous prendre en charge, madame. Merci. Mais si les routes restent comme ça, quand on va fermer les frontières en Ouganda, merci, quand on va fermer les frontières au Rwanda, pour nous, l'impact sera négatif sur la population du Sud Kivu et du Nord Kivu si on ne cherche pas à soutenir les efforts de nos institutions sur terrain, sinon ça va être un problème très sérieux.